Bonsoir à tous et merci d'être parmi nous pour donc ce qui est ce dernier numéro de notre série de webinaires consacrés aux énergies renouvelables citoyennes en région Bretagne. La Maïf est très contente d'avoir pu organiser cette série de webinaires et qui plus est avec des partenaires tels que Taranis et EP, puisque pour nous, voilà, c'était vraiment les experts en la matière sur le sujet. Et c'est nos partenaires, donc voilà, c'était important pour nous de mettre en place ces événements. Aujourd'hui, on va faire un petit focus plus particulier sur la méthanisation et la bioénergie, après avoir évoqué donc de manière très générale les projets citoyens, et puis avoir fait un focus un peu plus particulier sur les projets photovoltaïques et éoliens. Donc aujourd'hui, voilà, place à la méthanisation et aux bioénergies. Une petite précision, donc on vous fera comme pour les 3 précédents numéros un petit envoi d'email avec le support de présentation et puis également le lien vers les replays si vous souhaitez revoir ou partager voilà, nos petits rendez-vous. Et puis ben, pour terminer ce mot d'introduction, je repasse donc la main à Amandine pour le réseau Taranis. Ah, merci beaucoup, Rémi. Donc, on va commencer à dérouler le sujet. On vous proposait de commencer par la méthanisation dans un premier temps. Et vous présenter en gros les énergies citoyennes et la méthanisation, ensuite comment se faisaient ces projets et la place des collectivités, les outils qui pouvaient être là pour vous aider et le positionnement et les apports que pouvait apporter Énergie Partagée. Après, il y aurait un temps d'échange sur ce sujet. Et dans un second temps, du coup, on vous proposait d'aborder les projets citoyens de Chaleur-Bois avec après le fonctionnement des réseaux de chaleur, commencement de ces projets et quelques exemples de réalisation et un second temps d'échange du coup pour parler bois énergie. Voilà, donc la première partie, c'est présentation des énergies citoyennes et de la méthanisation. Donc, on vous a rappelé à chaque fois, à chacun des webinaires, un petit peu comment fonctionnaient ces projets. En règle générale, c'est des collectivités et des citoyens qui se regroupent dans une société de projet, qui mettent en place les moyens de production d'énergie ou d'électricité et qui vendent cette électricité, ce qui génère des revenus à la société. On est bien sur des projets qu'on disait citoyens, mais qui étaient quand même des projets de territoire où les acteurs publics et les habitants étaient présents dans ces projets. Sur les projets de méthanisation, on est sur une composante un petit peu plus particulière qu'on va aborder ce soir. Mais par contre, toujours, ces projets restent ancrés, du coup, restent inscrits dans nos valeurs avec l'ancrage local, la gouvernance démocratique et transparente, une finalité qui est non spéculative, une exigence environnementale et un respect de l'humain, et une dimension pédagogique de ces projets. Donc voilà, la méthanisation, c'est donc une des spécificités justement de ces projets, c'est que c'est au croisement de l'agriculture, de la gestion des déchets, de l'industrie et de la production d'énergie. Donc c'est des projets qui sont plus complexes que ce qu'on a l'habitude de faire, enfin ce qu'on a historiquement l'habitude de faire au sein d'énergie partagée. Parce que depuis, plusieurs projets sont sortis ou en cours de réalisation. Et sur ces projets, donc, il y a des enjeux multiples. Il y a sur l'exploitation, la pérennité du gisement et la robustesse du groupe porteur pour réussir à mener à bien ce projet. Il y a aussi des enjeux sur la conception parce qu'il y a différentes façons de monter ces projets. Et bien sûr, il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux sur l'acceptation sociale du projet et sur le modèle agricole qui est sous-tendu. Ces projets bien menés, ils permettent véritablement d'apporter plus que la simple production d'énergie. Ils permettent de réduire les gaz à effet de serre, ils permettent de produire de l'engrais via le digestat et ils permettent également une gestion locale des déchets fermentescibles. Pourtant, on voit que de plus en plus de projets méthanisation soulèvent de l'opposition localement et on va essayer d'aborder ce soir et de vous apporter ce soir des pistes pour voir comment répondre à cette problématique. Déjà, en quelques mots, du coup, sur les notions des projets. Donc, c'est des tonnes de matière par an. Donc, on est en général sur des traitements de plus de 10 000 tonnes par an, ce qui donne des productions d'énergie entre 5 et 60 gigawattheures par an.
en fonction des projets. Et donc, l'unité de méthanisation produit de l'énergie, mais également donc, du digestat. Il s'est soumis à des réglementations ICPE, donc des installations classées pour la protection de l'environnement, du régime le plus simple, déclaratif, au régime le plus complexe, qui est l'autorisation. Ça dépend des tonnages. Ensuite, il vous faudra demander un permis de construire. Il y a aussi des plans d'épandage et des agréments sanitaires, si biodéchets ou SP3. Là-dessus, comme je vous le disais, moi, je découvre la problématique. Donc, pour toutes les questions techniques, Suzanne sera là pour nous aider et nous éclairer si vous avez des questions très spécifiques. Et donc, du coup, en méthanisation, il y a deux types de valorisation de l'énergie produite. C'est soit de l'injection en direct du gaz, mais il faut un réseau à proximité. Mais c'est aussi là où on a les meilleurs rendements de production d'énergie, où il y a la possibilité de fabriquer de l'électricité et de la chaleur, et c'est ce qu'on appelle de la cogénération. Il y a des tarifs d'achat garantis sur 15 ou 20 ans, et il y a aussi des appels d'offres qui sont faits par la Commission de régulation de l'énergie. Ensuite, on va aborder du coup maintenant un focus sur la conception des projets et la place des collectivités dans ces projets. Du coup, dans la façon dont Énergie Partagée conçoit ces projets, on est toujours sur des projets qui réunissent plusieurs acteurs dans nos conceptions de projets, et c'est un peu ce déroulé-là qu'on va vous présenter. Après, l'origine des projets, elle peut venir d'agriculteurs qui décident de se regrouper et de mettre en place en commun une unité de méthanisation. Elles peuvent venir d'acteurs publics, une collectivité ou un EPCI, dans le cadre de son PCAET, décide de développer la méthanisation et de voir comment initier des projets comme ça sur son territoire. Et ça peut être aussi des acteurs industriels qui voient un intérêt économique à développer un projet sur un territoire. Et donc, dans nos projets multi-acteurs, il y a toujours la phase d'émergence qui est créer une dynamique moteur, créer une dynamique au sein du groupe qui va porter le projet, et puis voir les premières faisabilités. Voilà, pour déjà sécuriser les gisements et puis voir un petit peu la vision territoriale de la méthanisation. On commence à identifier aussi qui peuvent être les partenaires qui rentrent avec nous dans le projet. Parce que quand on parle de projet multi-acteurs, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher les SEM régionales, la SEM départementale pour investir dans vos projets. On peut aller chercher du coup énergie partagée. Enfin voilà, c'est des projets multi-acteurs qu'on souhaite monter. Donc, l'identification des partenaires est aussi une étape importante. Après, donc, une fois que toutes ces phases-là se passent bien, on rentre dans la phase d'études techniques. Donc là, il y a des enjeux environnementaux et des enjeux territoriaux qui sont forts sur cette partie études techniques. Ensuite, il faut évoquer, une fois qu'on a l'étude technique, on permet de voir le besoin financier qu'on va avoir pour ce projet et donc de déterminer le financement et le plan de financement, quels sont les acteurs et les conditions de rentrée dans le projet. Une fois que toutes ces phases-là sont faites, on lance la phase de chantier, et à partir du moment où le chantier est terminé, on lance l'exploitation. Et là, il y a un besoin de suivi de l'unité dans la durée. Voilà. Du coup, je vous propose de passer à la slide d'après. Quelle est la place des collectivités dans ces projets? Elles peuvent avoir différents rôles aux côtés du porteur de projet. Et pour ça, c'est une réflexion qu'elle a menée sur le territoire en fonction de ses objectifs du PCAET et des ambitions qu'elle s'est fixées. Donc, du coup, elle peut décider de favoriser l'émergence de ces projets en l'inscrivant clairement dans son PCAET. Elle peut décider même de faire une étude de gisement sur son territoire pour voir ce que ça peut donner. Et elle peut également décider, pourquoi pas, de faire des réunions pour présenter la méthanisation auprès des différents acteurs du territoire qui potentiellement pourraient être intéressés pour se lancer ou accompagner un projet comme ça. Après, elle peut décider d'accompagner les projets. Donc, ça peut être mettre en lien, du coup, le projet qui est déjà existant avec les acteurs publics et pour soutenir le projet. Ça peut être favoriser le dialogue avec le territoire également. Elle peut décider d'apporter également ses propres déchets, type les déchets d'entretien des espaces verts dans l'unité de méthanisation. Et elle peut décider de participer financièrement dans la société. Donc, soit en phase de développement, donc
comme pour les projets éoliens, la phase de développement, si cette phase de développement n'aboutit pas, on dit que c'est une phase à risque parce qu'on peut perdre les billes qu'on a mis dans le projet, ou alors plutôt investir sous forme d'investissement où là, le risque est diminué. Et elle peut aussi faciliter ou favoriser un financement qui soit institutionnel ou un financement qui soit citoyen dans ce projet. Et elle peut soutenir le projet en étant un relais de communication sur ce projet également. Voilà, j'espère être claire. De toute façon, si vous avez des questions, Suzanne pourra nous aider à les compléter. Pardon, je continue à dérouler. Alors, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner comme je veux. Hop, pardon. Donc, on va passer au point 3, qui est les outils, du coup, pour vous aider. Et justement, il existe plein de solutions parce qu'on voit que ces projets commencent à poser problème sur le territoire et il existe pas mal de solutions. Alors, pardon, je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Il existe du coup pas mal de solutions ou d'outils qui peuvent vous être utiles. Donc, on voulait dans un premier temps vous présenter le Métascope. Le Métascope, c'est un outil d'FNE. FNE, c'est la Fédération de toutes les associations en environnement de France, si vous voulez. Et donc, ils ont fait un outil, le Métascope, parce qu'FNE se positionne pour et en soutien de la méthanisation parce qu'ils y voient un intérêt. Et donc, ils ont émis 4 conditions pour que ces projets soient véritablement intéressants. Donc déjà, il ne faut pas détourner du coup les cultures de la production alimentaire. Ça, c'est un des points pour eux qui sont clés. Ils voient aussi que même s'il y a une utilisation des déchets fermentescibles, ça ne doit pas empêcher des politiques de prévention de ces déchets fermentescibles et donc des réductions à la source des déchets. Donc, ils disent bien que c'est 2 politiques qui doivent être menées en parallèle. Ensuite, ils souhaitent vraiment qu'il y ait une maîtrise des risques associés au projet qui soit non seulement maîtrisée et réduit le plus possible. Et sur ce point aussi, ils préconisent que les projets soient faits en concertation et en toute transparence avec la population locale et les associations de protection de l'environnement. Ça, ils le raccrochent à ce point 3 du coup. Et après, ils demandent aussi à ce qu'on prenne en compte des précautions vis-à-vis du digestat, notamment pour les pollutions au nitrate. Voilà. Mais du coup, malgré ces précautions qu'ils nous demandent de prendre, ils se positionnent sur un point très favorable sur la méthanisation et ils proposent un outil justement pour aider les territoires à se positionner quand il y a un projet de méthanisation qui apparaît sur leur territoire. Donc, cet outil, c'est fait d'un livret d'analyse qui permettra de vous donner les connaissances nécessaires pour comprendre les projets de méthanisation et vous expliquer les enjeux qu'il y a derrière ces projets. Et une grille d'analyse multicritères pour juger de la qualité de ce projet et pour voir justement et pour pouvoir entamer le dialogue sur ce projet et pour pouvoir voir également si ce projet correspond aux attentes du territoire. Ce que je peux vous proposer, c'est de stopper brièvement ce partage et de vous montrer très brièvement à quoi ressemble cette grille d'analyse. Voilà, elle est là. Hop, donc j'espère que vous la voyez bien. Donc, on voit bien qu'ils étudient les caractères. Donc, c'est les onglets en bas, vous verrez les différents points étudiés. Ils étudient l'implantation, ils étudient donc la concertation, l'information et la gouvernance. Donc, ils étudient aussi l'équipement, les notions de risque et de nuisance. L'approvisionnement est également étudié. Ensuite, il y a tout ce qui est valorisation qui est étudié, la cohérence globale du projet, le plan d'approvisionnement. Et donc, il y a un bilan qui ressort de tous les points qui ont été étudiés et une classification de ce projet par rapport aux enjeux de transition énergétique qu'apporte la méthanisation. Donc voilà, c'était juste pour brièvement vous montrer cet outil qui peut vous être utile. Alors, je vais repartir sur la présentation. Hop. Est-ce que là, vous revoyez bien ma présentation? Oui, c'est bon. Ok, merci. Donc voilà pour le Métascope. Ça, c'est un premier outil qui est à votre service pour vous aider et pour accompagner ce territoire à la concertation. Ça peut être un outil intéressant pour vous. Il y a une étude aussi qu'on voulait partager avec vous, qui est l'étude Metalae, donc qui a été faite
qui est donc une étude qui a été lancée en partenariat avec plusieurs du coup structures, mais ça a été mené par Solagro. J'espère ne pas dire de bêtises, hein. Suzanne, tu m'interromps si jamais tu vois, ou tu me rattraperas mes petites boulettes tout à l'heure si tu vois Non, que c'est je l'ai dit. bien, c'est une étude avec Ouais, énormément de partenaires, mais qui a été avec pilotée beaucoup. par Solagro. Et Ok. notamment auquel a beaucoup contribué à ILE en région Bretagne. Ouais, chez nous, à ILE, il y a beaucoup contribué. Et donc, c'est une étude qui a été faite parce qu'il y avait beaucoup de questionnements sur la méthanisation. On entendait des choses vraies, on entendait des choses fausses. Et il y avait aussi beaucoup d'approximations et beaucoup d'idées reçues sur la méthanisation. Et donc, ils ont voulu faire un travail d'objectivation véritablement sur la méthanisation et de voir les changements que ça pouvait induire sur les sociétés d'exploitation agricole et ce qu'apportait la méthanisation à ces sociétés. En gros, ils voulaient voir l'impact de la méthanisation sur l'évolution des pratiques agricoles et ils voulaient voir si la méthanisation pouvait contribuer à une transition agroécologique. Ils ont investigué aussi différents champs. Ils ont regardé l'impact agronomique des projets de méthanisation, l'impact environnemental, l'impact économique et social de ces projets. Et donc, cette étude a duré 3 ans. Ils ont investigué 46 exploitations réparties un petit peu partout en France qui avaient déjà des unités de méthanisation en fonctionnement, hein, ce n'était pas des nouvelles. Et donc, il y avait une diversité de ces exploitations aussi pour avoir un panel représentatif de projets au maximum. Et donc, ils les ont suivis pendant plusieurs années pour mener cette étude. Et donc, je vous propose les résultats de l'étude qui montrent que dans la quasi-totalité des fermes, il y avait une meilleure, la méthanisation permettait une meilleure gestion des effluents et que la production d'énergie était là, donc on arrivait à bien produire de l'énergie et on avait du coup des émissions de gaz à effet de serre qui étaient réduites. Cette étude montrait aussi que la moitié des exploitations agricoles, via le Digesta, pouvaient réduire du coup la quantité d'achat d'engrais de synthèse, donc issus des produits pétrochimiques, qu'ils mettaient dans leur sol. Il y a aussi 3/4 des exploitations pour lequel le solde azoté, donc ça c'est des notions un petit peu techniques, mais le solde azoté s'améliorait et donc ce qui confirmait du coup qu'un pilotage fin de des unités de méthanisation et de la fertilisation était intéressante. Donc ensuite, il montrait également que les fermes sur lesquelles il y avait eu un couvert qui avait été installé, en plus du coup de l'épandage du digesta, permettait un bon stockage du carbone dans les sols. Aussi, pour les agriculteurs, la méthanisation leur permettait un gain de temps dans leur travail parce qu'on voyait aussi que ça permettait de monter des projets plus collaboratifs et qu'il y avait une mutualisation qui se mettait en place. Et donc, pour eux, c'était également bénéfique dans leur organisation. Voilà pour cette étude Metalae également, que vous pouvez retrouver très facilement. On pourra vous envoyer les liens de toute façon si vous le souhaitez. Voilà, du coup, brièvement maintenant, on va aborder le positionnement et les apports que peuvent vous apporter, pardon pour la redite, Énergie Partagée si vous souhaitez développer des projets comme ça au sein de vos collectivités. Alors, Énergie Partagée a créé une charte sur la méthanisation. Et le but de cette charte, elle est d'encourager, ou en tous les cas de ne pas figer, l'évolution des pratiques agricoles pour tendre vers des pratiques agricoles plus vertueuses. On porte de nombreuses valeurs, je vous en ai cité quelques-unes, on aurait pu en mettre d'autres. Donc, pour nous, c'est la pérennité des installations agricoles. Les unités de méthanisation sont aussi une source de revenus annexe pour les agriculteurs. Il y a l'amélioration de la qualité des sols qui était pour nous importante. On ne veut pas non plus de concurrence avec la production alimentaire. Le bien-être animal est un paramètre important pour nous. La proximité de l'approvisionnement également. On veut une valorisation optimum de l'énergie. On veut des équipements sûrs pour l'environnement et pour le territoire. On veut une intégration des acteurs locaux au projet
et à minima dans le suivi de ces projets, on pense que c'est intéressant. Et on veut aussi que les informations sur ce projet soient transparentes. On a du coup fait une grille d'analyse des projets qui repose sur 4 grands critères qui sont la gouvernance, comment cette société de projet est-elle gouvernée, quelles pratiques agricoles vous avez, quelles qualités environnementales sont attendues par ce projet et quelles qualités énergétiques on peut avoir. Et donc, dans cette grille d'analyse des projets qui permettent de voir si Énergie partagée va accompagner ce projet-là avec du financement citoyen, il y a des points qui peuvent être rouges, donc c'est des points qui sont discriminants. Il y a des points qui peuvent être à compenser ou des critères de vigilance. Et il y a des points de bonification quand la pratique va au-delà d'une pratique classique. Donc, je vous ai présenté le tableau. Alors, pardon, le temps de naviguer dans les slides. Voilà, le tableau est ici. C'est un récapitulatif de tout ce que vous pourriez retrouver dans la charte. Je ne vais peut-être pas vous détailler, mais c'était pour vous montrer qu'il y avait quand même beaucoup de critères qui étaient évalués. Dans la gouvernance, un comité de suivi, donc c'est un plus. Il y a aussi des critères que les apporteurs de matière et les repreneurs de matière doivent être associés au projet. On voulait pouvoir mettre un veto sur certains types d'intrants. Voilà, par exemple, sur la gouvernance. Au niveau des pratiques agricoles, donc, on regarde ce qui est mis dans l'élevage. Donc, on a des critères sur l'élevage. On a des critères sur la compatibilité avec l'agriculture biologique. On a des critères sur les cultures et on a des critères sur le digestat et la fertilisation. Par exemple, on va pas, si on reprend le critère élevage, on va pas sur des élevages industriels. On a aussi un critère d'autonomie alimentaire des élevages qui est pour nous un critère qui est bloquant. Sur la qualité environnementale, on voit qu'il y a aussi pas mal de critères. Donc, il y a par exemple la couverture des fosses de stockage de digestat. Donc, en fait, le digestat produit encore du méthane une fois une fois que c'est sorti du méthaniseur, le digestat peut produire encore du méthane. Et donc, la couverture des fosses, c'est une solution pour éviter justement que ce méthane se retrouve dans l'atmosphère. Donc, on souhaite qu'il y ait une couverture du coup des fosses. Même chose, on préconise que le digestat solide, qui peut encore émettre un petit peu de méthane, il y ait une couverture dessus, mais ça, c'est un critère de bonification. Le type de couverture, donc il y a des systèmes de double bâche, pardon, parce que le terme n'est peut-être pas très, très précis, mais donc on favorise les systèmes qui soient les plus sécuritaires possibles. Voilà, il y a un contrôle régulier de l'installation, on exige on ne va pas dans des projets sur lesquels il n'y ait pas un contrôle régulier de cette installation. Donc voilà, on a pas mal de critères qui sont aussi une base de discussion quand un projet commence pour leur dire, écoutez, nous, on souhaite tendre vers ça. Qu'est-ce qui vous semble possible et pas possible parce que c'est aussi des discussions qui vont se faire pendant toute la phase de développement du projet. Mais du coup, c'était pour aborder ces différents aspects et vous montrer un petit peu ces différents aspects. Et donc, c'est un petit peu une négociation qui se met en place dans le projet quand on souhaite le réaliser. Et c'est là où Énergie partagée peut contribuer à la réalisation de ces projets. Ça revient à reprendre la question du début. Pourtant, ces projets soulèvent de plus en plus de positions et comment y répondre. Je pense que ça peut apporter une piste, en tous les cas, ou une pierre à l'édifice d'avoir des projets qui sont soutenus et dans lesquels Énergie partagée est membre. Parce que déjà, nous, on veut des projets et on va dans des projets qui sont ouverts au territoire et donc on veut une intégration des acteurs locaux, de la collectivité, des syndicats d'énergie, les citoyens qui sont représentés via Énergie partagée investissement. Et on veut que ces acteurs soient présents dans le projet, mais également dans le suivi de l'installation. Comme on a des critères qui sont quand même relativement exigeants sur nos projets et qu'on essaye de tendre véritablement vers des projets qui sont aussi dans des processus d'amélioration continue, il y a aussi une caution qualité qui est apportée quand on a un projet labellisé énergie partagée.
Après, donc du coup, Énergie partagée a des connaissances techniques sur la méthanisation qui sont indéniables. Sur les projets multi-partenariats, donc on en monte de toutes les sortes et dans toutes les typologies d'énergie. Donc c'est aussi un appui. Donc il y a des compétences juridiques au sein d'Énergie partagée sur les modèles économiques et les différentes typologies de modèles et d'intégration des partenaires. On peut également vous épauler. Et puis, il y a une connaissance des dynamiques de mobilisation et de concertation avec le territoire. Et donc, on souhaite également, dans ces projets-là, que les citoyens soient impliqués dans le financement via Énergie partagée investissement. Contrairement à d'autres projets qu'on peut voir en énergie renouvelable, comme là, il y a vraiment des enjeux forts de la méthanisation sur les exploitations agricoles, parce que ça touche aussi bien l'amont, la filière agricole est impactée en amont, mais aussi bien en aval du méthaniseur, il est préférable que les citoyens soient intermédiaires dans ces projets via énergie partagée. Donc voilà un petit peu les différents points que je voulais vous présenter en espérant que ça vous donne des pistes pour vos projets de territoire. Juste, je vous rappelle également qu'il y a un appel à projet en ce moment régional de l'ADEME sur l'accompagnement à la concertation et au dialogue territorial pour les projets de méthanisation. Une première réponse le 22-12 possible et une deuxième réponse le 30 mars avec l'objectif d'accompagner les porteurs de projets sur la méthanisation et les collectivités peuvent évidemment y répondre. Voilà, donc je vous propose maintenant, si vous le souhaitez, d'échanger avec vous et peut-être n'hésitez pas parce que du coup on a Suzanne, donc peut-être que tu auras déjà des choses à rajouter ou peut-être à moduler légèrement dans ma présentation et à répondre aux questions. Donc n'hésitez pas, vous avez le petit icône de chat ou discuter, ça dépend de quelle langue vous avez, qui est indiqué. Donc n'hésitez pas à mettre les questions dans le chat. Et je vais juste me permettre de stopper le partage qu'on reprendra tout à l'heure pour le deuxième sujet. Alors, en effet, il y a quelques questions. Alors, il y a pas mal de questions. Est-ce que Suzanne, tu as eu le temps de regarder, voir s'il y en avait quelques-unes? Tu répondais en direct, j'ai l'impression, pour certaines. J'en ai traité certaines en direct, plutôt celles qui étaient liées à la charte. Là, j'étais en train de chercher une vidéo qui expliquait le fonctionnement de la méthanisation. Après, il y a eu des questions plus en amont sur le rôle des SEM et la participation dans une SIC. Du coup, c'était pas hyper clair pour moi. Je pense peut-être Monsieur Montfort et Monsieur Laurent, si vous voulez reposer ces questions-là à l'oral. Alors, hop. Il faut leur donner accès au micro. Alors, tu me disais qu'il y avait Michel Montfort qui voulait poser une question. Voilà, Michel, normalement, tu dois pouvoir avoir ton micro activé. Et l'autre personne était Bernard Morel, c'est ça? Non, Laurent. Pardon. Ah, pardon. Hop, voilà. Normalement, vous avez également votre micro activé. Vous devez pouvoir poser une question, monsieur Yves Laurent, si je ne me trompe pas de personne, du coup. Ah oui, veuillez m'excuser. Non, je n'avais pas de questions particulières. J'écoutais avec attention votre présentation. Je ne pensais pas vous avoir sollicité. Désolé. Ah, alors je me suis peut-être trompée de personne, du coup, mais je ne vois pas d'autres Laurent. C'est Laurent, double Laurent. Je ne le vois plus dans les participants. Écoutez, j'en suis navrée. Du coup, si vous êtes toujours là, je ne vous vois pas dans les participants. Sinon, est-ce que tu peux... Non, Alors bon. attendez, je ne sais pas pourquoi il y en a plein d'autres qui viennent de réapparaître. Sans doute que j'étais sur un ancien écran et qui vient de s'actualiser. Pardon. Alors voilà, monsieur Laurent, pardon, je vous donne la parole. Excusez-moi pour ce petit souci. Non, c'est Jacques Laurent. Ah, pardon. Alors, voilà. pardon. Voilà. Oui, ma question, c'est si on monte une SIC et qu'on se met en relation avec une agglo, par exemple, qui veut
qui est d'accord pour prendre des parts dans la SIC et donc avoir des membres ou un membre. Et ensuite, est-ce que ce membre, s'il est au conseil de gestion, est-ce que par la suite, s'il y a des financements pour des missions d'études ou d'animation ou même des subventions, est-ce que ça peut poser un problème avec la notion de conflit d'intérêts? Ou est-ce qu'il vaut mieux carrément barrer l'entrée au conseil de gestion à un membre de la collectivité? Suzanne? En fait, j'ai l'impression que cette question n'est pas spécifique à la méthanisation, c'est plutôt une question juridique sur le fonctionnement des SIC. Oui. Globalement, on n'a pas de SIC en méthanisation. Après, là, non, vous pouvez demander à ce que ce membre ne délibère pas sur certaines questions sur lesquelles il y aurait conflit d'intérêt, de la même manière que certains élus ne prennent pas part à certaines délibérations s'il y a conflit d'intérêt. Après, il faut voir si l'ensemble, s'il y a trop de décisions sur lesquelles il pourrait y avoir conflit d'intérêt, auquel cas ça n'a pas de sens, en effet, de faire participer la collectivité au conseil de gestion. Mais là, c'est une question plus générale. C'est un peu difficile de répondre. Oui, tout à fait. Ça peut s'appliquer à des projets dans d'autres domaines. Voilà, c'est ça. C'est plutôt sur d'autres domaines. Donc, l'idée, c'était ça. Lors d'un vote, est-ce qu'il faut demander à écarter cette personne pour ce vote particulier? Comme vous dites, s'il y a de nombreux votes sur ce genre de sujet, carrément préférer qu'elle soit simple adhérent et non pas membre du conseil de gestion. Oui, voilà. Mais ça, c'est vrai que c'est des questions si je peux me permettre, pour les citoyens. Mais... Si je peux me permettre, je vais répondre en tant que juriste, tout simplement. L'idée derrière tout ça, il ne faut pas oublier, c'est que dans la gouvernance démocratique, et le premier, je dirais, la première valeur qui est un peu une des premières valeurs qui sont défendues au travers de ces sociétés-là. Donc, en tout état de cause, ce membre de la collectivité territoriale n'aura qu'un vote, quelle que soit, je dirais, la participation et l'importance de cette collectivité au travers de cette société. Donc, il y aura de toute façon, les votes étant égalitaires, il n'aura jamais la majorité si vous estimez, et puis après, de façon très simple, si vous estimez à la création de cette société qu'il puisse y avoir des conflits d'intérêts, vous avez tout intérêt à régler ces problèmes-là en amont et dans la rédaction même des statuts de la société. Voilà, ça a été envisagé. Dans les statuts, nous, on pensait dans la convention avec l'AGLO. Le plus simple, c'est plutôt de passer par les statuts. Ça va beaucoup plus vite et ça évite justement le risque de conflit d'intérêts. C'est-à-dire vous répartissez, vous créez les commissions et les commissions sont précisées, le rôle des commissions sont précisés dans les statuts et vous réglez effectivement le problème des conflits d'intérêts au travers des statuts de la SCIC. Ça me paraît le plus simple. D'accord, merci de votre réponse. Oui. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Suzanne, tu voulais nous montrer une petite vidéo du coup Non, pas spécialement. Je pense que c'est juste j'ai mis des liens pour ceux qui ont besoin d'aller creuser, mais je pense qu'il n'y a pas spécialement de sens, de pertinence. Je pense que chacun la regarde à tête reposée plutôt. Ok. Et y a-t-il des compléments d'information sinon qui te semblent importants que tu souhaites apporter? Non, pour une première vision, ça m'a semblé complet. Peut-être est-ce que M. Montfort, vous vouliez reposer votre question aussi à l'oral? Oui, c'est Michel. Michel. Donc moi, je représente la SAS Carwatt. C'est une société action simplifiée que l'on a créée au début de cette année. Et on travaille, nous, essentiellement sur le photovoltaïque. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un premier vernis sur la méthanisation, sur lequel on entend beaucoup de choses. Et je n'ai pas du tout... je m'attendais déjà à avoir une description d'un système de méthaniseur que je n'ai pas vu, donc j'avais demandé par écrit. Ensuite, des ordres de grandeur qui m'intéressent, moi, c'est faire un peu le parallèle entre ce qu'on trouve en photovoltaïque, avec des petites installations, des installations de taille moyenne et des très, très grosses installations, faire un peu un parallèle dans la méthanisation, c'est-à-dire que je suppose que dans le monde agricole, j'entends parler, moi, de petits méthaniseurs, de méthaniseurs de taille intermédiaire et de gros méthaniseurs. Qu'est-ce que ça signifie et quel est l'argent
qu'il faut mettre sur la table si je compare à des éoliennes qu'il faut mettre sur la table pour monter ces projets-là. Et la question induite, c'est celle que j'ai posée par rapport aux collectivités. On s'aperçoit aujourd'hui que dans le cadre de l'éolien, il est très compliqué de monter des projets citoyens. Il en existe, hein, il y a de plus en plus, heureusement, mais c'est compliqué à monter parce que les sommes d'argent qui sont mises en œuvre sont très, très, très grosses. Et la phase de risque qui est en phase d'étude est aussi énorme. Et là, j'ai vu tout à l'heure quand Amandine a décrit les process, hein, qu'il y a une phase de risque pendant toute la phase initiale, la phase d'étude, quoi. Voilà, si vous pouviez me donner une petite idée des ordres de grandeur que l'on a dans la méthanisation, sachant que en Bretagne, il y a énormément l'agriculture est très importante et l'agriculture, elle est relativement, je vais dire, bien défendue par les élus en général. Donc, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec eux. Oui, après, sur les ordres de grandeur, du coup, globalement, Amandine vous a proposé des premiers chiffres un traitement d'à peu près 10 000 tonnes, au moins 10 000 tonnes par an, une production entre 5 et 60 gigawattheures par an. Donc là, nous, sur les projets citoyens agricoles, collectifs, territoriaux, sur lesquels on apporte du soutien citoyen, on est plutôt sur des projets qui produisent entre, on va dire, 10 et 15 gigawattheures par an. Donc, ils sont des projets de taille moyenne pour des projets agricoles collectifs. En termes d'investissement, ça représente des investissements de 5-6 millions d'euros. Donc là, voilà, à mettre en regard quand vous demandez par rapport à des parcs éoliens. Et c'est ce type de projet, donc vous pouvez retrouver des descriptifs un peu plus complets si vous allez sur la carte des projets qui est sur la page d'accueil du site d'énergie partagée. Vous voyez tous les projets sur lesquels on apporte du financement citoyen en France, et donc il y a des petits pictogrammes par filière, et la méthanisation c'est en rouge, ce qui vous permet d'aller consulter la fiche des projets et donc d'avoir concrètement des chiffres sur ces projets-là. Vous verrez que ça correspond à des projets qui regroupent des fermes familiales et voilà, qui sont un peu des fermes de taille moyenne pour la Bretagne, enfin petite à moyenne. Et donc là, par exemple, en Ille-et-Vilaine, on travaille avec les agriculteurs des marges de Bretagne autour du Coglay. Et donc, c'est un rassemblement d'une dizaine d'agriculteurs, voilà, chacun sur des exploitations familiales qui portent, avec et grâce à l'initiative de la collectivité locale, un projet de méthanisation collective qui soit un outil de pérennisation des fermes. Donc, ça, c'est un des projets aussi que vous pouvez consulter. Je ne sais pas si ça permet déjà de vous apporter les premières réponses. Non, c'est Il y a bon. énormément, Michel, comme tu es adhérent du réseau, il y a énormément d'informations aussi sur le réseau. Donc, je pense que tu vas plus consulter l'espace adhérent photovoltaïque, mais tu peux aussi aller voir, il y a plein d'informations sur Je suis en train de regarder la carte. Effectivement, j'ai trouvé les projets qui sont à proximité de la Bretagne. Ah, super. Et ben voilà. Non, c'est bon. Après, je sais me voyez promener. des heures de consultation dans le site d'énergie partagée et Oui. des questions par la suite. Pardon, du coup, comme c'est plus un webinaire en soi à destination des collectivités, je ne revenais pas sur le fonctionnement d'une unité de méthanisation parce que je me disais que pas mal de collectivités peut-être connaissaient déjà, mais j'ai vu que Suzanne t'avait envoyé un lien. Donc, et si tu as d'autres questions, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous dans ces cas-là. Oui, d'accord. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer. Donc, il y a un deuxième volet et on a déjà un petit peu de retard, je m'en excuse. Il y a un deuxième volet du coup à cette soirée. Donc, si vous avez encore, Suzanne, je ne sais pas si tu restes encore un petit peu avec nous. Non, moi, je vais... Plus ou pas. Je vais vous laisser Ok. voir le Bois Énergie ensemble. De toute façon, à la fin de ce diaporama, vous aurez aussi le mail de Suzanne. Si vous avez des questions, que vous êtes une collectivité, que vous souhaitez en savoir plus, il y a le mail de Suzanne qui est indiqué et qui pourra, vous pourrez tout à fait lui envoyer un message pour en savoir plus. Merci pour ta participation. C'est très sympa d'être venu pour répondre aux questions voilà, qui pouvaient se poser. Merci. Merci beaucoup, Suzanne. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Du coup, la deuxième partie de ce webinaire. Donc, pardon, je me suis perdue dans tous les onglets. Je vous propose de repartager mon écran. Voilà, on est dessus.
Là, normalement, vous devez revoir la présentation si tout se passe bien. Oui, c'est bon. Ok, donc maintenant, je vous propose de... hop là, pardon. Je vous propose du coup maintenant de regarder les projets de Chaleur-Bois, les projets citoyens de Chaleur-Bois. C'est nouveau pour nous. Alors, j'aurais dû mettre la méthanisation. Vous voyez qu'il y a très peu. Vous voyez sur votre droite la carte des projets bois énergie en vert. En jaune, c'est ceux sur le photovoltaïque. En bleu, c'est l'éolien. J'aurais dû vous sortir celui sur la méthanisation. On en a un petit peu moins que l'éolien quand même. Mais on voit que c'est quand même une nouvelle thématique pour nous, le bois énergie. Mais on a de chouettes retours d'expérience. Je vous parlerai du projet de Michoco qui est dans le Pas-de-Calais. Je vous présenterai brièvement les choses et je vous parlerai également un petit peu plus longuement et je vous montrerai une vidéo, j'espère qu'on aura le temps, sur Forest ENR. Pourquoi on a décidé d'aller aussi sur la chaleur et plus simplement sur la production d'électricité? Parce qu'on voit bien que dans nos besoins énergétiques, 42%, c'est-à-dire la plus grosse part de nos besoins énergétiques, sont de la chaleur. Donc, on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire et qu'il n'y a qu'une très faible part de renouvelables dans cette production de chaleur. Il y en a juste 19%. Donc, on s'est dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire peut-être d'intéressant avec les projets citoyens. Du coup, on propose, quand on va voir une collectivité, on propose des services qui sont clés en main. Et donc, on propose des services de vente de chaleur clés en main aux collectivités. Donc, un des points quand on monte un projet de chaleur bois, c'est que contrairement à l'électricité ou au gaz, il n'y a pas d'opérateur national ou d'opérateur pour nous racheter l'électricité ou le gaz. C'est à nous de trouver pour chaque projet l'acheteur de la chaleur qui sera produite. Et donc cet acheteur est au cœur du projet. Ensuite, il y a aussi une composante qui est supplémentaire à ces projets de chaleur bois, c'est qu'on a l'obligation de fournir de la chaleur 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Si vous avez un réseau de chaleur, ou peu importe, mais en tous les cas qui dessert un hôpital ou une maison de retraite, vous ne pouvez pas vous permettre, même si c'est le 24 décembre, de ne pas retrouver une solution pour réparer ce système. Donc, il y a aussi des systèmes d'astreinte pendant toute la durée de l'exploitation. Et pour monter ces projets, on voit qu'il y a besoin d'un groupement de professionnels expérimentés, bureaux d'études, chaudiéristes, entreprises de génie thermique, fournisseurs de bois, exploitants de chauffage, et qui peuvent soit soutenir la démarche et donc décider ou décider d'intégrer le projet. Pardon, je n'étais peut-être pas très claire, j'espère que vous avez quand même pu me suivre. Pour les collectivités, un service clé en main, ça a été fait pour essayer de répondre à vos besoins. Parce qu'on a identifié qu'il faut du personnel technique quand on décide de mettre un réseau de chaleur sur son territoire et que c'est des dossiers quand même relativement complexes et ardus. Et là, la société citoyenne, elle s'occupe de toutes les étapes de la vie d'un projet, de la conception à la réalisation des travaux, à la gestion de l'exploitation. Il faut aussi prévoir la capacité d'investissement. Et donc ça, la société citoyenne apporte le financement au projet. Et il y a aussi les collectivités qui peuvent avoir des installations de chauffage qui sont vieillissantes et coûteuses en entretien. Commencer à réfléchir sur une solution autre peut être intéressante. Et donc, on propose à la collectivité d'être partie prenante de ces projets et donc de participer aux choix techniques, d'être aussi dans la gouvernance de ces projets et évidemment d'avoir une complète lisibilité sur la gestion de la trésorerie de cette société, comme tous nos projets citoyens d'ailleurs. Ensuite, là, Michel, je ne sais pas si tu connaissais bien le fonctionnement des réseaux de chaleur, mais là, je le présente du coup. C'est comment ça fonctionne. Donc, vous voyez sur l'image à votre gauche qu'en 1, vous avez l'unité de production de chaleur. Donc, ça, c'est la chaufferie. Et donc, ça passe par ce qu'on appelle un réseau primaire de canalisation. C'est les photos que vous voyez en dessous. C'est un réseau qui est enterré à 1 mètre de profondeur dans le sol. Et donc, il y a un tuyau pour l'aller, donc
l'eau chauffée et un système pour le retour, donc une fois qu'il revient du bâtiment. Et donc, ce réseau primaire va vers des points de livraison qui peuvent être dans les bâtiments et remplacer la salle de l'ancienne chaudière que vous pouviez avoir. Et ensuite, une fois que, après ce point de livraison, vous passez sur un réseau secondaire, du coup. Voilà. Les typologies de bâtiments qui se prêtent au réseau de chaleur, c'est en général des bâtiments qui ont une grosse consommation et assez stable. Hôpitaux, maisons de retraite, piscines, logements collectifs. Des gymnases ou des écoles, du coup, là, on n'a pas forcément la stabilité. Et donc, ils peuvent être intégrés, mais il faut que l'appel de puissance qu'ils vont nécessiter ponctuellement soit lissé par rapport aux autres installations aux autres bâtiments qui sont desservis par votre réseau de chaleur. Ensuite, au niveau de la densité du réseau de chaleur, c'est quand même des réseaux de petite surface qu'on dit de centre-bourg en fait, parce que vous avez des déperditions thermiques et on dit qu'en dessous d'1 mégawatt par mètre, d'1 mégawattheure par mètre, ça ne vaut pas la peine de réfléchir au projet. Donc, il faut quand même une certaine densité de bâtiment pour que ce soit intéressant à réaliser. Du coup, il y a également la chaufferie que je voulais vous présenter. Donc, la chaufferie, il faut, un peu comme les cuves de fuel, il y a besoin d'un silo pour accueillir le combustible qui peut être de la plaquette forestière ou des granulés. Et ce silo, il peut être en extérieur ou en intérieur. Donc, vous voyez en bas de votre image des silos extérieurs, celui de Michoco qui est un projet citoyen. On va le présenter tout à l'heure, et un autre qui est une chaufferie conteneur, où par le deuxième pan de toiture, donc celui qui est opposé aux cheminées, en fait, il se lève et c'est par là que se fait l'approvisionnement en combustible. Et en général, le silo a une contenance de 4 à 10 jours pour vous donner un ordre d'idée. Et il faut savoir qu'en général, les chaufferies bois dans un bâtiment prennent plus de place que les chaufferies fuel ou les chaufferies gaz. C'est un petit peu moins vrai pour le granulé, mais elles peuvent être de taille un peu plus conséquente. Voilà, pour que vous puissiez un petit peu par rapport à vos territoires avoir des ordres d'idées du contexte pour pouvoir installer un réseau de chaleur. Ensuite, je souhaitais vous présenter le modèle économique de ces projets. Donc, il faut réussir à être compétitif et concurrentiel par rapport aux énergies fossiles. Et donc là, c'est un exercice ardu. Et donc, il faut vraiment avoir des projets les plus optimisés possibles dans la gestion. Parce que du coup, on vend la chaleur et ce prix de chaleur doit couvrir les charges de fonctionnement et le développement du projet. Dans ce coût de la chaleur qui est en hors taxe par mégawattheure, on doit retrouver l'achat du combustible, le bois, mais vous pouvez avoir également du fuel pour tout ce qui est alimentation, les systèmes d'alimentation pour faire arriver le bois au foyer de la chaufferie, mais vous pouvez avoir aussi des systèmes annexes de secours qui sont au fuel, par exemple. Donc, il y a l'achat du combustible. Ensuite, il y a l'entretien et la maintenance qui sont à prendre en compte. Vous pouvez avoir des gros entretiens et le renouvellement de certains matériels. Par exemple, le réfractaire dans les foyers, il faut les changer avant 10 ans et il y a un coût quand même conséquent sur le réfractaire. Donc, vous provisionnez pour prévoir ce renouvellement, un petit peu comme les onduleurs pour le photovoltaïque. Et après, il y a l'amortissement de l'emprunt que vous avez fait. Vous avez pu faire appel peut-être à des comptes courants d'associés, le fameux CCA. Et donc, il y a une rémunération de vos comptes courants d'associés aussi qui doit être inclus. Ensuite, je vais vous présenter les données. Qu'est-ce qui se cache derrière ce prix de la chaleur? Et donc là, c'est des données qui ont été transmises par Forest ENR, donc qui est un autre projet citoyen, et qui a comparé en gros ce qui se passait pour les schémas classiques, fuel ou gaz, et le prix du mégawattheure quand c'était un projet bois énergie. Donc, on voit bien déjà qu'il y a la composante bois qui s'ajoute quand c'est un réseau de chaleur. On voit bien qu'il y a un petit peu plus de maintenance. C'est en effet des systèmes plus fins. Au niveau de l'entretien, il y a aussi un petit peu plus d'entretien à faire à coût équivalent. Et donc, on voit également qu'on peut avoir besoin de gaz, de fuel ou d'électricité, mais évidemment d'une façon bien moindre qu'une chaufferie classique, qu'une chaudière classique. Et donc, ce qu'on constate aussi quand on analyse plus finement ces montants,
c'est qu'on constate que pour les projets de chaleur, 60% des charges sont liées à de l'économie locale. L'approvisionnement en bois, la maintenance également qui est fait par le local, le gros entretien, l'amortissement, si vous rémunérez des comptes courants d'associés, c'est aussi du local, et contre environ 10% pour les autres types de chaudières. Ça, quand on est un élu, c'est quand même quelque chose auquel on peut s'intéresser. Ensuite, il y a aussi la constatation que le prix du compostible bois est beaucoup plus stable que celui du gaz ou du fioul, où là, il y a des grandes variations qu'on peut voir en fonction de l'actualité internationale aussi. Le confinement a bien montré qu'il y avait une baisse des prix, mais des fois, ça va dans l'autre sens. Et puis, n'oublions pas aussi que le gaz et le fioul, c'est un approvisionnement qui est international. Le fioul, c'est aussi des produits pétroliers. Et pour le gaz, je crois qu'en France, on a environ 50%, un petit peu plus de 50% du gaz qui est européen et le reste vient de l'étranger. Mais du coup, il y en a très peu en France, à part la méthanisation, qui est une source intéressante du coup là-dessus. Et le bois est une ressource locale. Et puis, on compare aussi une énergie renouvelable versus des énergies fossiles, et ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà un petit peu ce qui peut se cacher derrière ce coût de l'énergie. Ensuite, je voulais vous parler rapidement, pardon, je vérifie l'heure, ouais, on est un petit peu en retard. Et je m'en excuse, je voulais vous parler rapidement de la conception des projets et vous présenter des exemples de réalisation. Dans les phases de conception du projet, déjà, il y a l'identification des bâtiments. On voit bien qu'on ne peut pas démarrer comme sur ces projets, il faut trouver les acheteurs de la chaleur, il faut déjà identifier les bâtiments et les zones géographiques qui pourraient contenir un réseau de chaleur et sur lesquelles ça pourrait être intéressant. Après, on va rencontrer les acheteurs potentiels et on commence à discuter avec eux. S'il y a un intérêt partagé, on peut commencer à définir les premières étapes du projet et commencer les premiers pré-engagements et voir pour les communes le type de consultation qui pourrait être montée. Alors attention, qui dit consultation dit il est possible que d'autres entreprises répondent à la consultation et que la société citoyenne ne soit pas retenue également. C'est la règle des marchés publics. Si on voit quand même que les choses avancent plutôt favorablement, donc il y a la mise en place de la société citoyenne et des entreprises partenaires, parce que dans ces projets, on voit bien que c'est des projets complexes et d'avoir le chaudiériste, la personne qui va s'occuper de la maintenance et d'entretien, d'avoir le fournisseur de bois qui se prenne des participations dans ces projets, peuvent être intéressantes. Et donc là, il y a à réfléchir au montage économique et juridique. Mais en tous les cas, on leur propose d'être partie prenante de ces projets souvent. Et donc voilà, quand le dossier avance, après, on peut répondre à la consultation. Les collectivités peuvent se faire accompagner par une AMO. Les ALEC peuvent vous aider en Bretagne là-dessus pour mettre en place la consultation. Et donc, une fois que tout s'est bien passé et que nous avons été retenus pour la consultation, là, il y a des études plus fines qui sont faites sur le dimensionnement et les choix techniques. Il y a le dépôt des demandes de subventions également, parce qu'il y a des subventions aussi bien que la commune que le projet citoyen peut aller chercher dans le cadre de ces projets. Et après, il faut signer les contrats de chaleur d'abord avec les futurs bénéficiaires de la chaleur pour ensuite lancer le marché de travaux et la contractualisation avec le fournisseur de bois. Et l'exploitation sur 20 ans. Et donc, c'est là où il y a un suivi régulier des performances pour vérifier que vraiment notre chaufferie marche bien et un suivi des contrats, par exemple, sur l'approvisionnement en bois. Et tout ce qui est vente de chaleur et facturation de la chaleur. Je voulais du coup vous présenter deux projets. Un qui est sympa, qui s'appelle Michoco. Pourquoi le nom Michoco? C'est parce que c'est micro-chaufferie collective. Donc, c'est un projet qui est porté par la SIC Énergie Citoyenne. Donc, ils sont dans le Nord-Pas-de-Calais et accompagnés par l'association énergétique qui réalise les études de préfaisabilité. Si vous souhaitez en savoir plus, Énergie Partagée fait 3 webinaires au mois de décembre sur les projets bois et Michoco témoigne mercredi et le webinaire est à 12h30. Vous les trouvez sur le site d'Énergie Partagée, sinon je peux vous envoyer les liens. C'est ouvert à tous et donc pas seulement à nos adhérents.
Ce projet Michoko, ils ont réalisé au début 3 projets. Ils les ont démarrés en même temps. Il y a eu 2 communes. Je ne suis désolée, je ne prononcerai peut-être pas bien les noms des communes, mais Zodusk et Kelms, je m'excuse si c'est pas bon. Et ils ont fait le 3e projet, ils l'ont démarré aussi sur un complexe touristique. Et là, ils démarrent un nouveau projet sur la commune de Koulombi, peut-être, pardon toujours pour ma prononciation. Vous voyez le futur projet qui est en cours de conception. Donc, on voit qu'il y a la mairie. Là, ils ont inclus la salle des fêtes, qui n'est pas les bâtiments à privilégier, mais du coup, comme il y a aussi d'autres bâtiments quand même qui ne sont pas inintéressants, il y a un presbytère, il y a l'école et on voit l'installation aussi de la chaufferie en rouge chez le réseau. Et donc, on voit bien qu'on est quand même vraiment là sur la configuration centre-bourg et quelque chose de groupé. Voilà pour le premier projet. Pour le 2e projet, je me permets toujours de regarder les délais. Pardon. Pour le 2e projet, je voulais vous parler de notre exemple de réalisation qui est celui de Forest ENR. Donc là, c'est une société qui est multi-projet parce qu'ils ont commencé par un projet, celui de Lucinge. J'ai une courte vidéo de 5 minutes à vous présenter dessus qui est vraiment intéressante et qui donne envie. Et donc, c'est des projets qui sont donc multi-projets Bois Énergie. Ils en ont depuis monté 4 de plus avec l'Aglo de Grenoble. Et c'est multi-acteurs parce qu'en effet, dans Forest ENR, vous retrouvez des entreprises métiers, vous retrouvez Énergie Partagée. Enercop aussi a suivi l'aventure pour les premiers projets et depuis a suivi. Les collectivités sont partie prenante. Et il y a également des sociétés citoyennes qui faisaient du photovoltaïque qui sont rentrées dans ce projet. Voilà, pour le premier projet, c'est une puissance de 400 kW. Ils ont mis 2 chaudières pour ça, plus une chaudière fuel en appoint. Il y a des webinaires qui présentent véritablement ce modèle et vous pourriez en savoir plus en allant les regarder. Je n'ai plus exactement la réponse sur pourquoi cette configuration-là. Et en gros, il y a un réseau de 1000 mètres qui couvre tous les bâtiments communaux, des logements collectifs, une brasserie également et des maisons d'habitation. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter cette petite vidéo en 5 minutes. J'espère que il est 19h, donc voilà, j'espère que vous aurez encore un petit peu de temps, mais je pense qu'elle peut être véritablement intéressante pour vous. Pardon, donc il faut juste que je la trouve. Voilà. Là, normalement, j'espère que vous voyez mon écran. Je suis tout simplement sur le site internet d'Énergie Partagée. Vous pourrez la revoir. Et donc, c'est la vidéo de leur premier projet. Alors, le réseau de chaleur, il distribue de nombreux bâtiments de la commune. Il fait 1 km de long. La chaufferie, elle alimentera tous les bâtiments du centre du village. La chaleur renouvelable, elle peut se développer largement. Il n'y a quasiment pas une commune où on ne peut pas faire un réseau de chaleur. C'est une chaufferie qui pollue moins, qui protège la terre. On avait des chaudières fuel et propane, certaines vieillissantes. Des nouveaux bâtiments allaient se construire. Et donc, on a décidé de centraliser la production de chaleur et de faire un transfert des énergies fossiles vers le bois énergie. Quand on achetait des énergies fossiles, il y avait à peu près 50% de la facture qui quittait le territoire. Donc, avec ce projet, ça nous permet de garder l'argent sur le territoire. La spécificité de ce réseau de chaleur bois énergie, c'est sa dimension citoyenne. Nous avons ici environ 45 personnes qui se sont investies sur le projet à travers Énergie Partagée. Ce qui m'a poussé à souscrire des actions Énergie Partagée, c'est d'abord des valeurs. Je trouvais bien de m'investir dans quelque chose qui soit du point de vue éthique intéressant et qui soit aussi régional. Je cherchais à passer de l'argent de manière écologique ou qui ait du sens pour moi. Il ne s'agit pas d'abord de faire du profit, il s'agit d'abord
d'œuvrer à la transition énergétique des territoires. À l'heure actuelle, on a rassemblé plus de 5000 actionnaires citoyens qui nous ont confié leur épargne pour l'investir dans des projets citoyens de transition énergétique. Ce sont des projets de production d'énergie renouvelable portés par des acteurs du territoire, avec une gouvernance à laquelle les citoyens ont accès et qui se fait de façon démocratique, avec une exigence écologique et enfin une optique non spéculative. Pour moi, un projet citoyen, ça veut dire que tout le monde participe. On a visité la chaufferie déjà. Chaque classe a fait un panneau. Nous avons travaillé sur les différentes énergies. Nous avons étudié leur impact sur la planète et nous avons aussi vu comment il serait possible d'économiser l'énergie. Les enfants ont pris à cœur ce travail parce qu'ils sont très sensibles aux problèmes de l'environnement. L'énergie, ce n'est pas uniquement la responsabilité de la commune, c'est aussi la responsabilité de chacun. Posez-vous la question, est-ce que votre épargne a du sens? Comment donner du sens à votre épargne? Et énergie partagée permet justement d'épargner, de mettre de l'argent dans la transition énergétique et directement. Voilà, je stoppe le partage du coup. J'espère que ça vous a intéressé et que cette vidéo vous a donné envie. Voilà, juste je vais remettre quelques instants. Du coup, si vous avez des questions, on a passé un petit peu l'heure, mais quand même, pour les gens qui peuvent avoir des questions, n'hésitez pas du coup à reprendre le petit icône de chat. Juste du coup, voilà, il est là en bas de votre écran. Et toujours tous nos partenaires, si vous souhaitez les contacter. Donc voilà, au niveau de la Maïf, Fabienne, Loïc, et vous avez tous les renseignements sur l'accompagnement photovoltaïque qu'ils font au projet citoyen. Ensuite, côté Bretagne, donc Yuna, ma collègue, et moi-même, Amandine, on est à votre disposition. Vous avez des questions sur le mouvement énergie partagée, vous avez les contacts nationaux. Sur de la méthanisation, vous avez le mail de Suzanne Renard si vous avez besoin. Voilà.